Et bonjour à notre invitée Anne Muxel. Bonjour. Vous êtes sociologue, politiste, directrice de recherche au CEVIPOF Sciences Po. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le thème qui nous intéresse, dont un il y a quelques semaines, Politiquement jeune, aux éditions de l'Aube. Et vous avez aussi co-réalisé avec Nolwenn Lavigne un documentaire Famille, disputes et politique. On en entendra des extraits tout au cours de cette émission. Alors précisément, nous sommes entre les fêtes, les repas de famille de fin d'année, la dinde, le sapin et la discussion sur la politique. Peut-être vous qui nous écoutez, avez-vous vécu ce moment la semaine dernière avec gourmandise ou appréhension d'ailleurs, le moment du débat autour de la table. D'accord, pas d'accord sur les gilets jaunes, l'écologie, les impôts, le Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon, le gouvernement. Voilà autant de sujets qui peuvent mettre un peu de passion, voire de crispation avant les cotillons et la bûche glacée. La famille est ce cadre ambivalent où l'on est assez intime pour dire ce que l'on pense et assez à l'aise pour contester ce que pensent les autres. Mais au fait, avec les familles recomposées, avec la dépolitisation progressive, la montée de l'individualisme, le cercle de la famille est-il toujours un lieu de socialisation politique? A-t-on toujours autant de chances statistiques de voter comme ses parents? Se construit-on davantage contre eux ou sans eux? Qu'en est-il du couple? C'est toutes ces questions que nous allons examiner avec vous, Anne Muxel. D'abord, ces repas de fin d'année en famille sont-ils, d'après vous, un moment politique? Oui, parce que les repas, c'est un moment d'abord où la famille est rassemblée, c'est un moment très important. Et la politique est le sujet dont on parle en famille, enfin plus exactement, c'est en famille que l'on parle le plus de politique. Ce n'est pas forcément le premier sujet, mais c'est le sujet dont on parle le plus. Tiens, et d'ailleurs, allez, on va aller écouter une conversation politique autour de la table. Oui, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la Chine, l'URSS évidemment, l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, non pas de vin, merci, la Hongrie et j'en passe. La Pologne. La Pologne. Les 2/3 de l'humanité sont déjà communistes. Et ce n'est qu'un début. Merci. Et si les Français disent non dimanche au référendum de De Gaulle, la France aussi deviendra communiste. C'est trop beau. Forcément, le système de production capitaliste s'effacera devant le socialisme, comme la bourgeoisie avait remplacé la noblesse en 89, qui elle-même avait succédé au système féodal. Non mais c'est dialectique. C'est délicieux. Et en dehors de la politique, vous vous intéressez à un violon d'Agre? Je m'intéresse à tout. Je m'intéresse à tout, mais tout est politique. On a les échanges commerciaux entre les États, les conflits armés, le salaire des ouvriers, les difficultés des petits commerçants. Tout est politique. Extrait du film Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes de Jean-Jacques Zilberman. Anne Muxel, sait-on quelle est la part de Français qui sont du même bord politique que leurs parents? Oui, alors la famille continue d'être un creuset de l'identité politique des individus et c'est vrai que du point de vue en tout cas de l'orientation idéologique, c'est-à-dire se dire de gauche, de droite ou ni de gauche ni de droite, si l'on confère toujours à ce clivage et à cette bipolarisation qui organise non seulement les opinions mais aussi le système politique en France, c'est la continuité qui domine, c'est-à-dire qu'on a les 2/3 des Français qui aujourd'hui se disent s'inscrire dans la continuité idéologique des choix de leurs parents. Ça reste massif. Ça reste massif. Et ça n'a pas baissé au cours des dernières années? Non, ça n'a pas baissé parce que j'ai pu faire moi des mesures assez stables dans le temps. Donc c'est effectivement quelque chose qui est assez permanent. Et les ruptures, les cas de rupture, les cas d'opposition frontale, les disputes, les clivages, c'est souvent ce que l'on retient dans la famille. Ouais. Mais ça, c'est une minorité en fait. Alors dans le film que vous avez réalisé, on entend une femme que vous interviewez qui dit « J'aurais eu honte de dire à mes parents que je m'étais abstenu aux élections ». Il n'y a pas uniquement la transmission, disons, d'une sensibilité par rapport à un parti, d'une carte, d'une étiquette. La première des transmissions, c'est peut-être l'intérêt ou non pour la chose politique? Oui, bien sûr. Et là, de ce point de vue-là, la famille est un lieu d'apprentissage, de socialisation à la politique très important. Et les parents qui mettent en avant leur propre exemple, leur propre choix, qui discutent de politique avec leurs enfants, voire qui emmènent leurs enfants soit dans les bureaux de vote quand il faut voter, soit dans les manifestations s'ils participent à des manifestations. Tout cela, ces exemples concrets façonnent en fait ce qui fera l'identité
identité politique des futurs individus. Donc la famille joue toujours un rôle très important. Et la socialisation politique passe aussi par la transmission de valeurs. Il y a ces phrases prononcées par une jeune fille que vous interviewez dans votre documentaire. Sa maman lui a longtemps interdit de porter des chaussures de la marque Nike. Je sais que ça, je l'aurai dans la tête pour toujours, quoi. Et ça, c'est des choses, et ça se trouve, notre éducation politique, mais c'est pas ça se trouve, je pense qu'elle a commencé là, mais vraiment là, quoi. Et je pense que, ouais, ces anecdotes du McDonald's et des Nike, etc., et ça restera toujours, et moi, je sais que ça m'a marqué, quoi. Et je me sentais mal la première fois que j'en ai mis au pied, hein. J'avais l'impression d'entraver les droits de l'homme, quoi. C'était vraiment, quoi. Voilà, porter des Nike et entraver les droits de l'homme, au-delà de la transmission précisément d'une fidélité à un parti, il y a aussi ce cadre de valeurs presque subliminal qui lui aussi vous détermine politiquement. Oui, ce sont des valeurs par lesquelles effectivement passe le politique, mais c'est aussi de l'affectif. Et aujourd'hui, cette transmission, pourquoi elle continue de se faire à ce point de façon si prononcée dans la famille, malgré justement les brouillages des repères, malgré cette individualisation du rapport à la politique, malgré ce malaise et cette défiance à l'égard de la politique, c'est bien parce que ces repères, cette grille de lecture qui va vous permettre de décoder le monde environnant, passe par de l'affectif, par justement cette matière des échanges quotidiens que les parents peuvent avoir avec leurs enfants et au travers desquels les enfants captent très tôt ce que leurs parents aiment, n'aiment pas, les valeurs, les réactions qu'ils vont avoir lorsqu'un tel ou tel responsable politique va passer à la télévision. Et donc tout cela s'engramme dans des émotions, dans une sensibilité affective. Se dire de gauche ou de droite comme ses parents, bien sûr que cette question de l'identification, de la loyauté à l'histoire d'une famille, par exemple, se pose de façon très forte. Et c'est sur ce terreau-là que se forgent les opinions, les attitudes à l'égard de la politique. D'ailleurs, dans la vie politique, il y a des grandes dynasties de père en fils, de mère en fille. On pense au Kennedy aux États-Unis, évidemment. En France, il y a eu la dynastie médecin du côté de Nice. Il y a aussi la famille Le Pen. Ça se perpétue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le métier politique, si j'ose dire, c'est quelque chose qui se transmet effectivement dans les familles. Par exemple, on se rend compte que les familles de militants, effectivement, transmettent cette disposition à la militance. Hein. Très souvent, les personnes qui s'engagent en politique peuvent compter dans leur famille, dans leur environnement proche, quelqu'un qui est déjà engagé dans une association, dans un parti, dans un syndicat, dans une action ou dans des mobilisations. Et donc ça incite l'individu, jeune ou moins jeune du reste, à s'engager à son tour. Dans le documentaire que vous avez co-réalisé, Anne Muxel, il y a une phrase dans le commentaire qui m'a interpellé. Il est dit « Les mères transmettent les idées politiques autrement », c'est-à-dire... Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que du côté des pères, du côté du masculin, il y a toujours une importance qui est accordée au discours, à la parole, à l'énonciation finalement de la politique. Mais on se rend compte que la transmissibilité des opinions et des attitudes, elle passe davantage par les mères, parce que justement, elle est relayée par cette relation affective, par cette présence au quotidien, même s'il y a effectivement de plus en plus d'égalité et de parité au sein des tâches éducatives et domestiques. Et de familles monoparentales, par ailleurs. Mais malgré tout, il y a quand même toujours une différence entre les hommes et les femmes qui persiste. Et les familles monoparentales sont souvent des familles qui sont portées par les mères. Et donc les mères transmettent les choix politiques, elles transmettent ces choix au travers de valeurs, d'exemples, de principes éducatifs au quotidien et qui sont effectivement, c'est une transmission infrapolitique, mais en bout de course qui a un impact sur les choix politiques, puisqu'on se rend compte que quand il s'agit d'avoir des choix tranchés ou de choisir un candidat pour lequel voter, eh bien c'est davantage les références maternelles à ce moment-là qui seront mobilisées que les références paternelles. Vous écoutez Politique sur France Culture et l'on s'interroge aujourd'hui sur la famille comme lieu de socialisation politique. Je suis socialiste.
La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. Il m'a fallu décider lucidement d'aller vers elle. J'ai grandi en Normandie, dans une famille plutôt conservatrice. Mais cette famille m'a donné la liberté de choisir par son éducation. J'en remercie mes parents, mon père, parce qu'il avait des idées contraires aux miennes et qu'il m'a aidé à affirmer mes convictions. Ma mère, parce qu'elle avait l'âme généreuse et qu'elle m'a transmis ce qui est le plus beau, l'ambition d'être utile. La gauche, je l'ai choisie. François Hollande, candidat socialiste lors de son discours du Bourget en 2012. Il le dit, son père était d'une droite très conservatrice. Anne Muxel, je rappelle que vous êtes sociologue, politiste, directrice de recherche au Cevipof Sciences Po. Alors les parents peuvent vous socialiser, vous former politiquement dans leur sillage. Ils peuvent aussi faire figure, on l'entend là, de contre-modèle, inspirer une forme de rébellion par rapport à leurs idées. Oui, enfin là du côté du père, mais on voit bien que la transmission s'est faite par la mère, qui a compté ô combien dans la socialisation politique, voire dans la destinée politique de François Hollande. Mais c'est vrai que pour certains, s'opposer au choix de ses parents, s'opposer aux valeurs de ses parents, c'est quelque chose, un processus au travers duquel peut se construire une façon d'être en politique, des choix, voire des engagements politiques. Mais quand on regarde à l'échelle de l'ensemble des Français, ces cas de rupture, c'est-à-dire si l'on est de gauche, on se dit de gauche alors que ses deux parents sont classés à droite ou l'inverse, eh bien ce sont des cas très minoritaires. C'est de façon assez stable, entre 10 et 15% des Français qui peuvent se déclarer d'un camp politique opposé à celui de leurs parents. Ces cas-là très minoritaires sont liés parfois à des parents qui ont des visées, des visions plutôt extrémistes ? Pas forcément. Ce sont en tout cas des cas de rupture de filiation politique qui sont plus fréquents dans le sens d'une rupture avec une filiation politique de droite. Par exemple, on observe qu'il y a plus de personnes qui passent d'une filiation politique de droite à la gauche que l'inverse. Hein. On se sépare davantage d'une famille politique de droite que voilà, de gauche. C'est cela. Cela évidemment dès l'instant où on a des affiliations politiques déclarées et toujours situées dans ce repérage gauche-droite. Il faut remarquer aujourd'hui qu'il y a aussi de plus en plus de Français qui se déclarent ni de gauche ni de droite, ou en tout cas qui ne se reconnaissent pas dans ce schéma bipolaire entre la gauche et la droite. Et puis la marque de désaccord par rapport à ses parents, ce n'est pas toujours la dispute ou le débat, ça peut aussi être le silence. On choisit de ne pas parler de politique. Alors oui, la figure du tabou, par exemple, est une figure qui est mobilisée dans les familles très souvent pour faire taire, en tout cas, les désaccords et au travers de ce procédé, de préserver l'équilibre affectif de la famille. Donc c'est très souvent le cas lorsqu'il y a justement des repas de famille lors des fêtes, notamment des repas très importants, très ritualisés, où le mot d'ordre sera on ne parle pas de politique pour justement préserver l'ambiance et le plaisir de se retrouver. Alors justement, voici ce qu'en dit l'une des personnes que vous avez interviewées dans votre documentaire. Nos enfants votent dans notre mouvance. Je me pose même pas la question. Quelqu'un aurait choisi autre chose, que ce soit politiquement ou en religion, etc. On s'en serait accommodé. Mais à terme, quelle relation on aurait eu ? On n'aurait pas pu avoir des fêtes de famille, des repas comme ça, c'est tout. Aussi sympa, ouais. Aussi sympa, oui. Parce que c'est vraiment très sympa, les fêtes. Ouais. Et c'est important. Je pense que ça serait pas aussi sympa. Tu vois, on ferait des statu quo, quoi. Il y a des choses qu'on n'aborderait pas. Des statu quo, l'homogénéité politique comme ciment, ici on le voit, du plaisir d'être ensemble.
Oui, c'est difficile finalement de ne pas être d'accord sur des sujets qui touchent aux convictions. Et les convictions, c'est ce qu'il y a de plus enfoui, de plus au cœur de l'identité de chacun. Ça renvoie aux valeurs, ça renvoie à sa façon de considérer l'environnement dans lequel on évolue, sa relation aux autres. Et donc, on voit bien que ces convictions, eh bien, pour certains en tout cas, elles s'accommodent mal du désaccord. Alors, et elles peuvent entamer les relations affectives. Exactement. Il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est le mot de transclasse, c'est-à-dire ces personnes qui ont changé de classe sociale, entre guillemets, au cours de leur vie, par exemple grâce à leurs études. Quand on change de condition sociale, est-ce qu'on change forcément de regard politique ? Cela se peut bien sûr. On peut aussi, à l'occasion d'une trajectoire d'ascension sociale, quand on change de milieu culturel, effectivement, au travers d'autres processus de socialisation qui vont vous faire rencontrer d'autres milieux, d'autres personnes, il y a toujours une aventure, effectivement, qui se produit et qui autonomise le sujet par rapport à ce qu'était son origine familiale, ses premiers apprentissages, cette socialisation primaire qui a fixé les premiers repères politiques. Est-ce qu'il y a une moins forte fidélité tout au long de sa vie à ses convictions politiques qu'avant ? Est-ce que, par exemple, on change davantage aujourd'hui entre ses 20 ans et ses 60 ans de vote, de trajectoire politique, ou est-ce que ça reste assez constant ? Ça reste assez constant. Il est vrai que l'effet du vieillissement fait que on a accès à d'autres modes de vie, on fait d'autres expériences, on rencontre encore une fois d'autres personnes qui peuvent faire évoluer vos choix. On a parlé de l'électeur consommateur, qui essaye un petit peu tout, qui consomme, qui essaye plusieurs tendances politiques tout au long de sa vie. Oui, parce qu'un individu, il traverse le cours de sa vie en étant confronté à des expériences, à des milieux, à un cadre différent. Il traverse aussi le cours de son existence en étant confronté à des contextes politiques, à des conjonctures politiques différentes. Et ce rapport à la politique, il évolue. Le système politique évolue. Et donc, bien évidemment, que ceux qui vont être totalement fidèles à leur choix de jeunesse d'un bout à l'autre de leur vie, cela se produit, ça arrive, mais la plupart du temps, eh bien, ce rapport à la politique, les opinions, la construction de ces opinions va évidemment connaître des fluctuations, ne serait-ce que pour s'adapter à l'offre politique ou à l'offre électorale dès l'instant où il faut voter. Et la politique s'est un peu désacralisée au cours des dernières décennies. Les rapports sur la politique, est-ce qu'ils se sont dédramatisé? Il y a une personne que vous interviewez qui dit « On ne rêve plus de paradis aujourd'hui, on ne rêve plus de grands soirs, donc la discussion est plus facile ». Oui, alors du coup, c'est vrai qu'il y a moins d'idéalisation de la politique, que les clivages d'hier qui étaient articulés à des visions, à des systèmes idéologiques supposant des projets de société très antagonistes. Voilà, ces clivages se sont modifiés et donc aujourd'hui, la politique s'est incontestablement dédramatisée dans les familles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des sujets de conflit. Par exemple, les extrêmes, la question du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, mais aussi certaines positions, par exemple par rapport au conflit israélo-palestinien, sont des sujets qui fâchent terriblement toujours les familles. Alors on va s'intéresser à présent au couple, à la socialisation politique en couple avec vous. Anne Muxel, voici un extrait de votre documentaire. Si vous êtes avec quelqu'un qui a les mêmes opinions politiques que vous, on n'a plus rien à se dire. Et si vous êtes avec quelqu'un qui a des opinions politiques complètement différentes des vôtres, au bout d'un moment, on n'a rien à se dire non plus. Il y avait une phrase de Jean-Paul Sartre qui disait on ne peut discuter qu'avec quelqu'un qui pense comme vous. Voilà, est-ce que l'homogénéité des points de vue politiques facilite, Anne Muxel, la mise en couple? Je crois avoir lu que 3/4 des Français sont du même bord politique que leur conjoint. Bah oui, quand on rencontre quelqu'un, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne lui demande pas forcément à l'avance ses choix politiques. Mais de fait, on se rend compte que ces affinités rencontrent aussi à un moment des affinités politiques et que les couples qui sont divergents ont à s'arranger en tout cas de cette divergence parce que c'est quand même dans le couple que l'on parle vraiment le plus de politique. C'est aussi dans le couple que l'on se dit le plus, par exemple, ses choix électoraux, alors que le secret du vote reste quelque chose
y compris dans l'espace familial plus large, de toujours assez présent. Donc, dans cette intimité du couple, c'est vrai que avoir des convictions dissonantes sur le plan, par exemple, des choix politiques, mais aussi des choix religieux, eh bien, ça demande un effort à ce couple, selon les cas, les couples vont trancher de façon différente. Alors, saviez-vous qu'il existe des sites de rencontres qui sont basés sur les affinités politiques? Tout récemment, un groupe Facebook pour les gilets jaunes célibataires a été lancé. Apparemment, ça marche assez bien. D'autres sites plus commerciaux mettent en avant les opinions politiques pour faire des rencontres. Nous a rejoint dans ce studio Antoine Gulster. Bonjour. Bonjour. Peut-on trouver l'amour en affichant ses opinions politiques sur les sites de rencontres? Vous vous êtes penché sur la question. Oui, en enquêtant sur les fortunes diverses de ces sites dédiés aux rencontres amoureuses basés sur des affinités politiques. Il en existe, même s'ils sont moins connus que les sites Tinder, Adopte un mec ou Attractive World. Il y a quelques années, une start-up française avait fait sensation en créant droiterencontre.com et gaucherencontre.com. Des entreprises pas franchement couronnées de succès, c'était en 2010. Un exemple plus récent, vous en parliez, Insoumitique, rebaptisé aujourd'hui Insoumis Love, qui est un groupe de rencontres pour célibataires intransigeants, donc lié à la France insoumise et qui compte plus de 4000 membres actifs sur le site Facebook. On pourrait citer aussi tous les groupes qui fleurissent sur le mode Adopte un gilet jaune. Mais au fait, pourquoi faire dépendre ces rencontres amoureuses d'affinités politiques? J'ai posé la question à une spécialiste, Renée Grezard, et tient la rubrique Tinder Surprise, qui raconte les mésaventures de ces rencontres 2.0 sur le site Rue 89. On l'écoute. Ce qu'on voit dans les films américains, c'est que l'amour, c'est le fruit du hasard. Mais en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que l'amour et les rencontres amoureuses se font selon des appétits communs, des valeurs communes, un capital culturel commun, parfois économique aussi. C'est ce que des sociologues appellent la diagonale du coup de foudre, c'est-à-dire que la foudre, quand elle frappe, ne frappe pas exactement au hasard, elle frappe dans le même milieu social, le même milieu politique, avec les mêmes références culturelles. Et donc, ce qu'on recherche quand on est sur un soumitique, c'est des gens qui ont les mêmes idées politiques, mais en fait, les idées politiques, ça va bien plus loin que ça. C'est des idées vestimentaires, une esthétique commune, tout ça est lié. Et donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître des Adopte un gilet jaune, un soumitique ou un Insoumis Love maintenant. Voilà. Après, sur le succès de ces sites, on peut dire qu'il est mitigé parce qu'il est toujours lié à un moment, en fait, une envie d'un moment, et puis finalement, ça prend pas effectivement sur le long terme, quoi. Un succès mitigé donc, mais au-delà des sites de rencontres spécifiquement politiques, on peut se demander quelle place occupent ces questions politiques sur des sites plus classiques. Attention, chers auditeurs, vous allez entendre les mots date pour rendez-vous ou swipe qui désigne le fait d'accepter ou de refuser un profil sur ces sites de rencontres comme Tinder. Quelle est donc l'importance de la politique sur les sites? On l'écoute. Quand on est de gauche, c'est pas quelque chose qu'on jette juste en l'air comme ça, c'est quelque chose qui irradie dans toute la vie. Donc sur Tinder, même sur les profils, il y a des gens qui disent directement qu'ils sont anticapitalistes, féministes, queer, il y a des gens qui l'exposent très clairement, mais après ça va être un peu plus subtil, c'est des choses qu'on voit, on le sait, à travers des vêtements, à travers, des intérêts musicaux, des intérêts divertissement, voilà. Et donc du coup, ensuite, c'est vrai que ça intervient même dans les dates, parce que il y a un premier écrémage, on va dire, dès le swipe à droite ou à gauche, où on sait que on n'a pas forcément envie de dater un gaucho quand on est de droite ou un droitard quand on est de gauche. Mais après, ça va plus loin encore, c'est que les gens, quand ils se disent non mais quand même, l'amour est aveugle, je pourrais, ça devient plus compliqué une fois qu'on se voit autour d'un verre, voilà. Mais puis nous, c'est vrai qu'on a eu des exemples de gens qui nous racontaient des témoignages. Par exemple, je repense à cette jeune femme qui racontait qu'elle avait rencontré un filloniste. Elle avait fini par se dire que c'était vraiment pas possible de dater cet homme qui était pas du tout de son bord politique, et du coup ça s'était mal fini. Mais puis j'ai un autre exemple d'un garçon qui voulait absolument coucher avec une fille qu'il avait rencontrée sur Tinder, et puis elle était féministe, elle l'avait dit dès le début, et lui en fait a laissé passer. Je pense qu'il a encaissé cette histoire jusqu'à ce qu'il explose en disant t'es une féministe bornée. Il a commencé à l'insulter comme ça, et clairement c'est pas possible pour beaucoup de gens en fait de dater quelqu'un qui est pas du même bord politique que ça. Je crois qu'il y avait une étude de l'IFOP qui disait que 3/4 des Français pourraient refuser de se mettre en couple avec quelqu'un en raison de son positionnement politique. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'anodin.
René Grosard, journaliste à Rue 89, et on peut lire ses articles donc en ligne dans la rubrique Tinder Surprise. Merci Antoine Dulster. On retient le date et le swipe. Anne Muxel, quel est le regard de la sociologue sur ce qui vient d'être dit ? Oui, je confirme tout à fait par les enquêtes que j'ai pu mener ce qui vient d'être dit. C'est un quart des couples qui ne partagent pas les mêmes choix politiques. Donc pour les 3/4, effectivement, il est assez difficile d'envisager d'avoir des convictions différentes. Alors ce quart qui ne partage pas les mêmes idées, eh bien il trouve toutes sortes d'arrangements là encore. Alors il y a ceux qui vont considérer que il y a une vertu à cette intimité démocratique qui veut que l'on va s'accorder des différences et que l'on va trouver l'autre intéressant justement par sa différence. Il y en a d'autres qui vont user de la scène à répétition, c'est-à-dire qui vont se disputer de façon quasi rituelle en entendant les informations sur votre radio le matin, par exemple. Il y a ceux qui vont choisir le silence, la figure du tabou, justement. Bref, il va falloir que se développe un trésor d'arrangements possibles pour accepter finalement et apprivoiser ce désaccord. Est-ce que ce souhait majoritaire, apparemment, d'être avec quelqu'un qui partage ses opinions politiques ne cache pas, plutôt que la politique, une forme de désir d'homogénéité sociale qui recoupe en partie, évidemment, les opinions politiques ? Oui, évidemment, cela se recoupe. Quand on pose la question aux Français, j'ai pu le faire dans mes enquêtes, est-ce que vous préférez discuter avec quelqu'un qui a les mêmes opinions que vous ou quelqu'un qui a des opinions divergentes ? Eh bien, une majorité de Français disent qu'ils préfèrent discuter avec quelqu'un qui a les mêmes opinions. C'est vrai que voilà, le conflit, c'est finalement quelque chose de difficile à vivre et à assumer. Alors, ce qui est drôle, c'est que par exemple, les personnes les plus politisées, elles vont dire que pourquoi pas discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées, mais c'est parce qu'à ce moment-là, s'aiguisent des arguments, l'art de la polémique et puis la volonté de persuader, puisqu'on est soi-même habité par la politique. Ce qu'il faut dire, on ne l'a pas encore dit depuis le début de cette conversation, c'est qu'évidemment cette question de la place de la politique dans la vie intime et dans les relations familiales ou conjugales est tout à fait liée à l'importance que l'on accorde à la politique dans sa vie personnelle. Selon que les individus sont plus ou moins politisés, ces questions évidemment n'ont pas le même sens et ne sont pas vécues ni traitées de la même façon. Pour les personnes les plus politisées, eh bien voilà, le désaccord au niveau des convictions est plus difficile à vivre que pour des personnes qui sont assez à distance de la politique. Ça se comprend tout seul. Et d'ailleurs, est-ce que c'est symétrique à gauche et à droite ? On a vu passer un sondage Opinionway qui nous dit que seul 1 Français sur 4 estime que les choix politiques de leur conquête sont importants, mais que cette proportion est plus élevée chez les électeurs de gauche. Autrement dit, ils sont plus regardants, 1 sur 3 sur les idées politiques de leurs conjoints. Alors, vous savez, à France Culture, on se méfie toujours des sondages. Est-ce que votre perception de chercheuse confirme cela, plus d'exigence à gauche qu'à droite sur l'identité politique de son conjoint ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai mené des entretiens approfondis, donc j'ai fait aussi des enquêtes qualitatives que j'ai complétées par des enquêtes quantitatives et effectivement, je confirme cette plus grande difficulté pour des personnes se situant à gauche d'accepter la différence de choix, d'opinion. Je crois que c'est Comment simplement... ça se fait ? Alors c'est simplement parce que au travers de ce choix de gauche, on est porteur d'une culture politique d'abord qui a pour viser une transformation sociale, qui a pour cadre, je dirais aussi le collectif, tandis que les cultures de droite, la culture politique de droite accorde plus d'importance à l'individu et donc aussi à la liberté d'opinion du coup. Et donc voilà comment s'accommoder d'une divergence d'opinion dès l'instant où l'on considère, si on est de gauche, que l'on a à œuvrer dans le sens d'une transformation sociale, c'est probablement plus difficile pour les personnes de gauche. Eh bien merci, les personnes de gauche qui nous écoutent seront renseignées. Merci Anne Muxel d'être venue sur France Culture ce midi évoquer la famille et la politique. Cette émission, vous la retrouvez bien sûr en podcast et en réécoute sur franceculture.fr. Émission préparée avec Antoine Dulster, réalisée par Émilie Valla, à la prise de son, Cindy Le Grumelec.
Très bon week-end à l'écoute de France Culture et très belle fête de fin d'année. Politique revient dans une semaine avec Hervé Gardette. Dans un quart d'heure, vous retrouvez Sylvain Bourmeau pour la suite dans Les Idées. Et dans un instant, à 12h30, le journal de la rédaction.